Bonjour et bienvenue à tous dans notre magazine Politique et Économie. Aujourd'hui à mes côtés, une célébrité des plateaux de TV Liberté, Valérie Bugeaud. Bonjour madame. Bonjour Pierre, merci beaucoup de me recevoir une fois encore. Une nouvelle fois Valérie Bugeaud, pour ceux qui ne connaissent pas notre invité, docteur en droit, ancien avocat fiscaliste reconverti dans la géopolitique, juridique et économique. Elle est également l'auteur de nombreux ouvrages, du Nouvel Esprit des lois et de la monnaie, coécrit avec Jean Rémy, La Nouvelle Entreprise, Les raisons cachées du désordre mondial et Demain dès l'aube, Le Renouveau, tous édités chez Sigest. Alors évidemment, Valérie Bugeaud, on va aujourd'hui parler de la gestion gouvernementale du Covid, on n'en finira jamais. On va commencer cette interview par une citation. Elle est de vous. Nous sommes dans une suspension de nos institutions. Les institutions françaises, à la fois du point de vue du droit interne et du point de vue du droit international, n'existent plus. En quoi, Valérie Bugeaud, le cadre institutionnel a été violé ? Alors, il faut remonter au tout début de cette crise dite du coronavirus, qui est, à mon avis, davantage une crise politique qu'une crise sanitaire, du reste. Avec la loi du 23 mars 2020, qui a été la première loi décrétant l'urgence sanitaire. Et cette loi s'inscrit clairement en dehors du cadre constitutionnel, puisque vous savez que dans la Constitution, il n'y a qu'un seul article qui décrit l'état d'urgence, et cet article n'a pas été respecté, n'a pas été mis en œuvre. Donc il n'y a pas d'urgence sanitaire dans la Constitution, il y a un état d'urgence ou pas d'état d'urgence. Donc avoir créé un état d'urgence sanitaire, le gouvernement se situait déjà en dehors du cadre constitutionnel, donc on est à constitutionnalité. Et deuxièmement, suite à toute cette manœuvre politicienne, on peut dire, parce qu'effectivement, c'est une loi qui était un projet de loi, si mes souvenirs sont bons, ce n'était pas une proposition de loi, donc ça venait bien du gouvernement, du pouvoir exécutif. Suite à ça, on a assisté à la naissance d'un conseil de défense sanitaire. Alors ce conseil de défense sanitaire, il faut comprendre qu'il a été initié à la prétendue demande du comité scientifique qui avait été instauré préalablement à la loi d'urgence sur l'initiative du seul ministère de la Santé. Dont le professeur Didier Raoult a dit qu'il s'agissait en fait du comité des amis de M. Delfraissy. Parce que Didier Raoult faisait partie à la base. Didier Raoult en faisait partie. Il en est parti parce que justement, il n'était pas satisfait du fondement scientifique et de la façon dont les décisions, a priori, étaient prises par ce comité. Donc on se trouve quand même face à une situation assez ubuesque dans laquelle un seul ministère, donc le ministère de la Santé, à l'origine de ce comité scientifique, propose la naissance d'un conseil de défense sanitaire qui prendra les mesures politiques pour la France. Alors, excusez-moi, mais la base, le fondement juridique, le fondement politique de ce conseil de défense sanitaire est extrêmement discutable. D'autant plus que la composition elle-même du comité scientifique est elle-même discutable. Et c'est d'autant plus discutable que M. Delfraissy a entretenu très tôt des relations épistolaires via Internet avec le fameux M. Fauci, l'américain Fauci, qui lui-même est impliqué dans le financement de laboratoires à gain de fonction, enfin qui a un tas de d'activités suspectes à son actif et qui a été un des hommes qui a mis en œuvre au niveau mondial cette histoire de pandémie. Fauci qui est à peu près l'équivalent aux États-Unis de M. Delfraissy. Oui, sauf que évidemment les États-Unis ont plus de poids internationalement que la France, donc l'équivalent. Non, mais dans le poste. Comparaison n'est pas raison. Oui, bien sûr. Voilà. En fait, M. Fauci est très proche donc, de Bill Gates, est très proche de l'OMS et on travaillait ensemble à l'élaboration. Je ne vais pas m'avancer trop parce que maintenant tout est à peu près clair. Je veux dire que ça a été maintenant bien documenté. Ce coronavirus est sorti directement dans le laboratoire. Et il a bénéficié de gains de fonction qui ont été financés, et en particulier financés sur l'initiative de M. Fauci. Donc on se situe dans une situation dans laquelle on pourrait très
Disons, si nous étions dans un État politique digne de ce nom, on pourrait très bien estimer que le professeur Delfraissy a agi de collusion, avec une collusion d'intérêts vis-à-vis d'une puissance étrangère. Hein, donc on parle là de trahison. Et il n'avait pas évidemment une fonction politique apparente et réelle. Néanmoins, étant donné que c'est son comité qui a pris l'initiative de proposer un conseil de défense sanitaire et que ce conseil de défense sanitaire prend les décisions politiques qui sont validées et avalisées par le Conseil des ministres le lendemain, écoutez, je pense que nous sommes en effet dans une suspension de nos institutions. C'est-à-dire que les institutions de la Ve République, la Constitution de 1958 n'est plus du tout en vigueur, elle n'est plus respectée. Je rappelle par ailleurs que l'ordre légal dans lequel nous nous situions il y a encore quelque temps n'est plus respecté non plus, que les lois ne respectent plus aucun principe fondamental, que même les directives européennes ne sont plus respectées et que de toute façon quand une loi est élaborée et qu'elle gêne trop ces messieurs accapareurs de pouvoir, elles sont modifiées et elles sont violées d'abord dans un premier temps et ensuite éventuellement modifiées si besoin s'en fait sentir, si leurs besoins personnels le nécessitent. C'est donc un état de vide juridique, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que ça implique, le fait que, en fait, si l'État est dans un vide juridique, ça veut dire que l'État est mort? Ah oui, ça veut dire que l'État est dans les limbes, en suspension. Il n'existe plus formellement sous sa forme antérieure et il n'a pas pris réellement de forme nouvelle. Donc nous sommes dans une période transitoire, ce qui signifie que, d'une part, si on veut être parfaitement rigoureux, toutes les conventions, les traités internationaux signés par la France, je vais l'appeler Ancien Régime parce qu'aujourd'hui il est en suspension, la France de la Ve République, ne sont plus théoriquement applicables puisque la partie France a disparu. Ça signifie de l'intérieur que les règles, les lois et toutes les dispositions légales qui sont prises en dehors du cadre constitutionnel et en dehors du cadre institutionnel que nous connaissions ne sont plus politiquement légitimes puisqu'elles sont prises par une entité dont la légitimité est extrêmement contestable. Et ça veut dire aussi que nous nous dirigeons vers autre chose. Et je mets quand même en exergue la chose suivante, c'est que à partir du moment où vous avez une équipe au pouvoir qui a tous les pouvoirs dans ses mains, ce qui a été le cas de M. Macron avec l'AREM. Quel est son intérêt à suspendre les institutions alors que ces institutions ne lui opposent aucune résistance, ne lui posent aucun problème pour adapter la politique qu'il souhaite? S'il a fait ça, c'est qu'il y a une arrière-pensée derrière, c'est qu'il y a quelque chose. On va faire donc un premier bilan. Donc vous fixez, Valérie Bugeaud, la date de la mort de notre État, de la Ve République, donc à cette première loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020. Oui, je situe formellement parce que vous savez comme moi... La date de mon anniversaire. Oh, mon Dieu. Alors là, c'est un anniversaire qui va rester dans l'histoire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà eu évidemment des coups de canif dans le contrat de la Ve République, puisque vous savez bien qu'au moment où le traité de Lisbonne a été formellement validé par le Parlement, il ne respectait pas la volonté populaire. Donc déjà, à ce moment-là, il y avait un sérieux problème de légitimité politique. Néanmoins, à partir de cette loi du 23 mars 2020, nous assistons à une nouveauté qui est que le pouvoir politique, l'équipe dirigeante, l'équipe qui compose le pouvoir exécutif français, s'est affranchi définitivement de tout carcan institutionnel antérieur. Donc c'est une étape supplémentaire dans la destruction des institutions françaises. Ils se sont affranchis des règles de la Ve République au profit de puissances étrangères qui sont, selon vous, les États-Unis? Non, je ne dirais pas ça. Je ne pense pas que ce soit les États-Unis parce que je pense que nous sommes dans le pouvoir global, économique global, et qu'en réalité, nous avons dépassé le stade des nations et des États. Donc il ne s'agit pas d'État contre État, mais il s'agit des multinationales contre les puissances politiques qui composent les États et surtout les citoyens, enfin les habitants des différents pays. Donc nous ne sommes plus dans le cadre géopolitique que nous avions connu jusqu'à encore assez récemment, et en tout cas qui servait de coquille
de coquille aux analystes géopolitiques, mais qui était déjà une coquille vide. Et ça, je l'ai bien expliqué à l'occasion de mon premier livre, justement, le premier tome, des raisons cachées du désordre mondial. En réalité, vous avez des grosses structures économiques qui ont pris le contrôle des États via la monnaie, via le système politique et également via surtout tout un système économique global. Alors vous disiez justement donc, que l'État français est mort, entre guillemets, que le nouvel État n'était pas encore né, mais que le pouvoir en place est en train de nous emmener quelque part. Vers où, selon vous, déjà ? Vers où on va le savoir très vite, parce que vous savez qu'en 2022, la France prend la tête de la présidence de l'Union européenne. Et donc, il semblerait que ce soit l'occasion rêvée pour intégrer notre feu État à l'empire européen, qui est un empire financier, je le répète, et qui vise à une intégration fédérale. Donc il faut se débarrasser des États unitaires, comme la France l'était, au profit d'un émiettement du territoire. Donc vous savez que Macron a signé le traité d'Aix-la-Chapelle, il n'y a pas si longtemps, et qu'en effet, le premier Parlement franco-allemand est né à cette occasion. Donc je dois dire que l'émiettement du territoire est en bonne voie d'exécution, pour ne pas dire en cours de résolution, que l'objectif de Macron, il n'a jamais caché son objectif, puisqu'il a toujours parlé de souveraineté européenne et jamais de souveraineté française, en estimant que la France, il n'y avait pas de culture française. Enfin, je ne vous rappelle pas toutes les citations qu'il a faites à ce propos, parce qu'il n'a jamais caché en réalité ses objectifs, qui lui ont été fort probablement, même tout à fait certainement, dictés par ces puissances financières globales. Emmanuel Macron, le président, va donc prendre la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Je ne suis pas sûre que ce soit le 1er janvier, je ne sais pas la date précise. En tout cas, à partir de... Il me semblait que c'était le 1er janvier. Oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement une fois qu'il aura les rênes pour précipiter cette intégration ? Écoutez, déjà, je pense qu'il va en effet... quand on va sur le site du gouvernement, on se rend compte que l'objectif de l'intégration européenne renforcée, l'objectif de la France dans la direction de ces opérations, va être de renforcer la solidarité. Donc ça veut dire derrière de générer des impôts européens. Donc vous avez le projet Axis, qui est un projet d'assiette commune d'impôt sur les sociétés qui va être mis en œuvre. Ça fait plus de 10 ans qu'il travaille dessus, donc ça paraît assez probable. Emmanuel Macron travaille dessus? Que les grands groupes économiques et financiers travaillent à ce projet. Donc le projet Axis risque d'être mis en œuvre prochainement. Vous avez déjà l'Eurogenfor qui a commencé à être créé, qui va se renforcer. Et puis vous n'ignorez pas qu'on parle de force européenne, de plus en plus de force européenne. Et cette force européenne, effectivement... De force européenne de la défense, vous voulez dire? De force européenne, oui, militaire de défense. Donc je pense que ça va être les projets de Macron. Et comme l'État, il aura préalablement pris le soin de liquider la structure officielle de l'État français, je pense qu'une intégration dans le cadre de l'Union européenne fédérale sera facilitée. En tout cas, le terrain aura été préparé pour qu'il se dirige vers cet objectif-là. Alors, y aura-t-il des résistances ou pas? Je pense que... Il n'aura pas beaucoup de temps, parce que l'élection présidentielle, en théorie, doit se dérouler. Je vous vois déjà réagir, Valérie Bugeaud, en avril et en mai prochain. On ne sait pas encore, d'ailleurs, très bien comment ça va s'organiser. Il aura peu de temps, en tout cas, s'il est sorti de l'Élysée par le scrutin des Français, il aura peu de temps pour exécuter son plan. Je vais vous donner mon avis sur tout ça, qui n'est que mon avis personnel. Donc, encore une fois, je peux me tromper, je ne suis pas Madame Yerma. Néanmoins, cet avis est étayé par de solides observations et solides connaissances du fonctionnement du système à la fois politique et économique. Donc, je dirais que d'une part, la future élection présidentielle n'est pas certaine. Pour moi, elle n'est pas certaine. Et que d'autre part, si elle a lieu, vous pouvez être certain que quelle que soit la personne qui sortira des urnes, que j'appelle les urnes funéraires, ça sera quelqu'un à la solde du pouvoir économique global.
Donc que ce soit Macron, que ce soit n'importe qui d'autre, même une tête que nous ne connaîtrions pas. Marine Le Pen, Éric Zemmour. Absolument, tous ces gens-là travaillent dans le système. Le lieutenant de M. Attali, Audrey Tcherkov. Voilà. Donc en réalité, quelle que soit la personne qui émergera si élection il y a, les rapports de force sont tels aujourd'hui, ils ont tous les leviers à leur disposition, il n'est pas possible que cette personne ne soit pas à leur service. Le vote par correspondance, vous pensez qu'on va nous l'imposer pour 2022 ? Écoutez, probablement. En tout cas, c'est déjà... disons que pour les élections antérieures, c'est ce qui s'est fait pour l'outre-mer, tous les Français de l'étranger. Donc je pense que de toute façon, ce qui compte, ce ne sont pas ceux qui votent qui comptent, ce sont ceux qui comptent qui votent. Et ça, c'est une citation de Staline qui avait parfaitement compris le sujet. Et vous savez qu'aux dernières élections, les élections ont été consolidées donc à Austin, Texas. Donc il n'y a plus de souci à se faire pour les élections. Comprenez bien que les élections est un processus parfaitement maîtrisé par ces gens qui ont pris le contrôle de l'humanité et qui sont, encore une fois, je le répète, et je l'ai bien expliqué dans mon ouvrage, qui s'intitule « Les raisons cachées du désordre mondial », en réalité, ce sont les grandes structures économiques qui ont pris le pouvoir politique dans tous les États d'Europe occidentale. Valérie Bugeaud, on va faire une pause, on va revenir dans un instant. On évoquera notamment la réunion du club du Dolder. On en parle dans un instant. Toujours en compagnie de notre invitée Valérie Bugeaud, qui évoquait à l'instant la prise de contrôle par un certain nombre de puissances étrangères, de grandes entreprises capitalistes mondialisées qui ont pris le contrôle de l'État français. À ce titre, on peut citer le fait que le 2 août dernier à Paris, il y a eu cette réunion du club du Dolder qui est présidé par le PDG d'un laboratoire que les Français ont appris à connaître, le laboratoire Pfizer, représenté donc par son PDG Albert Bourla. Cette réunion était intitulée « Covid et innovation biomédicale », dîner le soir à l'Élysée en compagnie d'Emmanuel Macron. Ça commence à prendre forme, Valérie Bugeaud. Oui, alors je veux juste revenir sur une façon de présenter les choses. Quand vous dites que ce sont des puissances étrangères qui ont pris le contrôle des entreprises, les puissances étrangères n'existent plus en tant qu'entité politique. Donc en réalité, ce sont des puissances économiques apatrides. Elles ont ou pas une nationalité, mais ce n'est pas la nationalité qui est importante, c'est les puissances qui les contrôlent. Exactement. Ouais. Donc je ne dirais pas que ce sont des puissances étrangères qui ont pris le contrôle. Oui, ce sont des puissances économiques. Ce sont des puissances économiques. En fait, oui, le national ou l'étranger n'existe plus. Exactement. Dans l'empire financier global, qui est un empire commercial maritime, et dont la tête est la City de Londres, historiquement, la notion d'État et de nationalité n'existe plus en réalité. Ce qui compte, c'est le contrôle économique. Donc, pour en revenir au club du Dolder, eh bien, nous sommes effectivement dans le vif du sujet puisque vous avez donc des entités de nature pharmaceutique qui se sont réunies en fédération, en quelque sorte, c'est un peu ça, et qui représentent en fait leurs intérêts particuliers, leurs intérêts donc capitalistiques, financiers, et qui se permettent d'interagir avec les chefs d'État. Donc, vous vous rendez bien compte que on ne parle plus d'État ou de chef d'État à chef d'État, mais d'entité économique à prétendu chef d'État qui n'est en fait qu'un relais de ces intérêts-là. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais vous savez probablement aussi bien que moi que quelle que soit la qualité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une entreprise pharmaceutique, d'une entreprise biomédicale, d'une entreprise énergétique, d'une entreprise alimentaire, d'une entreprise d'armement, on retrouve très souvent les mêmes actionnaires aux commandes et très souvent aussi ces actionnaires, en tout cas on a des actionnaires communs qui s'appellent Vanguard et BlackRock. Donc Vanguard est actionnaire de BlackRock, BlackRock actionnaire de Vanguard, mais personnellement je n'ai jamais réussi à trouver quelles étaient les personnalités physiques qui se cachaient derrière. L'anonymat des capitaux. Bien sûr, c'est un système économique qui a été mis en œuvre et que, une fois de plus, on appelle système capitaliste, mais qui n'est pas le reflet de la réalité. C'est le modèle capitalistique hollando-britannique. Et c'est tout à fait différent de ce qu'aurait pu être le modèle
capitaliste continental. Le modèle rhénan de la cogestion ou le modèle qui aurait pu être un modèle français de la codécision, que je représente par l'entreprise, la théorie d'entreprise que j'ai élaborée, mais qui reprend les fondamentaux de la participation. Donc on parle bien d'une forme très particulière d'organisation de l'économie qui est le modèle hollando-britannique. Et ce modèle-là est un modèle purement financiariste lié à l'empire maritime global et à l'empire financier global, dont, je répète, la tête située à la City of London. Donc effectivement, là, vous avez le club du Dolder qui représente l'aspect pharmaceutique, mais vous avez derrière Pfizer, derrière Moderna, vous avez les mêmes entités économiques qui contrôlent également toutes les entreprises du CAC 40 français, par exemple, dites françaises, enfin... Donc vous vous rendez bien compte qu'il y a une structure globale qui n'est pas nationalo-dépendante, qui ne dépend pas des intérêts nationaux de pays. Ces structures derrière Pfizer, c'est quoi? C'est des structures bancaires? C'est les grands fonds de pension. Je répète, Vanguard et BlackRock sont omniprésents dans toutes les grandes multinationales qui détiennent les parts de marché les plus importantes. Donc, un autre passage que j'aimerais citer à nos téléspectateurs que j'ai trouvé sur votre site: ce qui se passe en France s'inscrit dans le cadre plus large de ce qui se passe au niveau international vis-à-vis des objectifs de Davos. Davos, c'est quoi? C'est le Forum économique mondial dirigé par Klaus Schwab. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement les objectifs de Davos? Je pense que c'est très clair. Klaus Schwab les a parfaitement élucidés en écrivant son livre sur le Grand Reset, la grande réinitialisation. Donc les objectifs sont parfaitement avoués. Il s'agit de réinitialisation économique, réinitialisation monétaire et nous découvrons réinitialisation biologique des individus avec contrôle intégral, y compris éventuellement de la pensée et en tout cas des actions. Je rappelle quand même que vous avez l'entreprise Microsoft qui a déposé un brevet qui concerne le minage de monnaie, et ce minage est lié à une activité corporelle des individus. Donc vous aurez des récepteurs et l'individu interagira avec des récepteurs externes qui seront contrôlés donc par une entreprise privée et qui permettront ou pas l'affectation monétaire. Donc on se rend bien compte que là on est dans un contrôle de l'individu qui est inédit dans l'histoire. Nous n'avons jamais eu un tel contrôle sur la physiologie, liée à la physiologie de l'individu. Et à ce titre-là, la Chine a pris d'ailleurs une certaine avance en matière de contrôle des masses. Alors la Chine, c'est compliqué. Vous savez, la Chine a toujours été un État autoritaire. Alors, en effet, ils contrôlent leur population, c'est un fait, mais j'insiste beaucoup sur la chose suivante. La Chine n'est pas hostile à sa population. Elle est autoritaire et dure. Le gouvernement est autoritaire et dur, mais ça, c'est historiquement, ça a toujours été le cas. La Chine a été conçue comme ça, elle n'a jamais vraiment évolué dans ses méthodes de gestion des populations. Enfin, il y a quand même eu quelques milliers, centaines de milliers de morts non, parlons pas. À une certaine époque en Chine. Oui, mais bien sûr, mais on va pas. Et ça, c'est l'histoire. Il y en a eu, pas qu'en Chine, des milliers de morts, il y en a eu aussi en Union soviétique, il y en a eu. Donc, effectivement. Mais je ne parle pas. Là, je vous parle de la Chine actuelle. Moderne. D'accord, de la Chine de Xi Jinping, pas de la Chine de Mao. Donc, on n'est plus quand même dans le même registre. Non, mais on n'est plus dans le même contexte politique et géopolitique. La Chine actuelle, la Chine de Xi Jinping, reste un pays autoritaire, c'est une certitude, mais c'est un pays autoritaire qui est bienveillant vis-à-vis de sa population. Alors que nos pays tournent de plus en plus à l'autoritarisme, dont Xi Jinping n'a rien à faire. Ce n'est pas Xi Jinping qui dirige la France, à ce que je sache. Oui, on a vu quand même l'État français démocrate s'inspirer de l'État chinois en confinant sa population. Oui, alors je rappelle quand même que la Chine a confiné sa population à bon escient, c'est-à-dire au moment où il y avait une réelle épidémie et des morts, et que la France, nous avons été confinés au moment où il n'y avait plus de morts et plus d'épidémie. Donc, et puis sans compter qu'on nous a beaucoup mis en avant au moment où la Chine confinait à juste titre parce qu'en effet il y avait des morts. On nous a montré la Chine comme un vilain État autoritaire et dictature, et nous quelques mois après on fait pareil et on est censé accepter que ça se passe très bien. Pendant le confinement, il y avait quand même bien des morts en France. Oui, mais enfin c'était pas le pic épidémique.
le pic épidémique est passé relativement très tôt et le confinement a eu lieu juste après le pic épidémique, si je me souviens bien. Donc, je dirais qu'il y a une grosse différence entre la gestion alors, si vous voulez parler de la gestion de cette épidémie, pandémie, vous l'appelez comme vous voulez, je dirais qu'en Chine, la gestion a été autoritaire, mais à bon escient. Alors que nous, la gestion est autoritaire, mais à mauvais escient. Donc, je dirais que je ne mettrais pas les deux en parallèle. Vous voyez, c'est quand même pas la même chose d'avoir une finalité positive ou une finalité négative sur ces populations. Concernant cette réinitialisation voulue par le Forum économique mondial de Klaus Schwab, c'est souvent une question que j'entends. Quel est l'intérêt pour les hommes de Davos de démolir les économies par la liquidation du patrimoine industriel et commercial, par la dette? C'est quoi l'intérêt pour eux de détruire tout, en fait? Écoutez, c'est pas l'intérêt, c'est le mouvement naturel, la pente naturelle de ce contrôle du monde qui est effectué depuis déjà 250 ans par les forces économiques globales. Ils ont toujours œuvré en sous-main et en prévoyant le moment où ils prendraient le pouvoir officiel. Et cette histoire de nouvel ordre mondial, de gouvernement mondial, est en effet le moment précis où le pouvoir officieux devient officiel. Donc c'est la raison pour laquelle des gens comme Nicolas Sarkozy avaient dit « personne ne pourra s'opposer à l'avènement du gouvernement mondial, nouvel ordre mondial, c'est un acquis ». C'est un acquis pourquoi ? Parce que ces forces-là avaient déjà le contrôle officieux de nos États, mais qu'ils envisageaient de franchir l'étape du contrôle officiel. Rien ne pouvait les en empêcher puisqu'ils avaient supprimé tous les contre-pouvoirs, ils avaient préparé le terrain en supprimant tous les contre-pouvoirs politiques. Donc en effet, le grand reset de Davos s'inscrit dans ce vaste mouvement dont on peut estimer que la tête est finalement la Chambre de commerce internationale. Ce sont les grands commerçants, les marchands du temple, si vous voulez, qui ont pris le contrôle des populations, des États et de la politique dans tous les États affiliés à cette domination financiaro-monétaire qui se formalise sous la forme de l'empire maritime. Personne ne pourra s'opposer à l'avènement de ce gouvernement mondial, c'est ce qu'avait prononcé Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'avait dit lors d'un discours Nicolas Sarkozy. Mais la Chine, est-ce que c'est pas l'exception justement à ce plan? On voit mal la Chine aujourd'hui s'unir sous la même bannière que les États-Unis. Je ne vous le fais pas dire. Effectivement, c'est justement ce que vous venez de mentionner. Le salut de l'humanité, c'est la Chine? Non, il ne faut pas voir les choses de façon trop manichéenne. Le gouvernement mondial était prévu, vous connaissez le programme 2030 de l'ONU, le gouvernement mondial était prévu de très longue date. Mais ce qui a été nouveau, ça a été l'accélération de ce programme. Et aujourd'hui, le programme 2030, c'est le programme 2022. Donc il y a eu une accélération subite de ce programme. Et pourquoi cette accélération a-t-elle eu lieu alors que, en fait, les élites dominantes avaient tout à y perdre? Puisque, en préparant bien le terrain, ils font passer beaucoup plus de choses qu'en accélérant et en passant en force. Valérie Bugeaud, j'aimerais qu'on parle de cette accélération de cet agenda dans la troisième partie. On fait une pause, on revient tout de suite. On continue notre tour d'horizon, toujours avec Valérie Bugeaud. Valérie Bugeaud, quant à l'établissement de ce gouvernement mondial, vous dites que les décideurs de ce plan ont accéléré leur projet. Pourquoi ? Alors, les décideurs ont accéléré leur projet, essentiellement, à mon avis, pour deux raisons. D'une part, suite au choc monétaire qui a eu lieu, qui est en cours, et à l'impossibilité pour le dollar de continuer en tant que monnaie mondiale, on a assisté au sein de l'Empire américain, au sein des États-Unis, à une scission entre les élites apatrides contrôlées par la City et qui sont des émanations de la City de Londres, qui sont des émanations de l'empire financier global, et les élites américano-centrées qui étaient pour développer la puissance américaine, mais en tant qu'État et en tant État-empire, mais en tant que structure géographiquement limitée. Et même si elle avait une domination sur le monde, c'était domination du modèle américain.
Et ces deux élites ont commencé à se diviser. Premièrement, la vraie scission, la première scission a commencé avec l'assassinat de Kennedy. La deuxième scission très importante suite aux attentats du World Trade Center. Et la troisième scission avec cette histoire de Corona Circus. Donc, si vous voulez, ces trois événements-là ont scindé définitivement les élites américaines entre celles qui appartiennent au pouvoir financier global et celles qui sont américano-centrées. Donc, il faut comprendre que en interne, donc le pouvoir impérialiste maritime est contesté en interne. C'est la première raison. Et la deuxième raison, qui est peut-être encore plus importante, c'est que l'empire chinois, sur lequel les élites financières avaient misé et qu'elles pensaient avoir soumise, commence à prendre le large. On commençait avec Xi Jinping à prendre le large parce que c'est la faction patriotique, une fois de plus, c'est la faction sino-centrée qui a repris le contrôle du pouvoir chinois contre la faction oligarchique qui avait pactisé avec les élites de l'empire financier global. Pendant que les Américains font une espèce de petite guéguerre à la Russie, c'est la Chine qui met la main sur... qui était en tout cas de s'allier avec la Russie maintenant. Alors, il ne faut pas voir les choses comme ça. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les élites financières ont commencé à devenir plus agressives avec la Russie, parce que vous savez qu'en Russie, aujourd'hui, elle est contrôlée par... la tête de la Russie, c'est Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine a toujours maintenu un semblant d'équilibre entre la faction oligarchique occidentale et financière centrée, autour de la City de Londres, de l'empire maritime dominant. Oui, Poutine avait été fait citoyen d'honneur de la City il y a quelques années. Et la faction patriotique qui se trouve majoritairement dans les forces armées et dans les services de renseignement de l'armée. Donc vous avez une faction oligarchique rattachée à l'empire global financier qui tient les contrôles, qui contrôle à la fois la monnaie et l'état civil en Russie. L'État au sens civil du terme, c'est-à-dire les différents ministères civils. Et vous avez l'armée qui est un contre-pouvoir très puissant et qui est plutôt patriotique et qui ne supporte plus du tout cette dépendance à l'empire financier. Donc, à partir du moment où les partisans, les Occidentaux, ont commencé à mettre beaucoup de pression sur la faction politique russe, ça a eu l'effet inverse de ce qui était recherché, c'est-à-dire qu'elles ont affaibli leur clan. Leur clan à l'intérieur de la Russie a été affaibli au profit de l'autre camp, qui en a profité donc pour s'allier avec le projet chinois de route de la soie. Et donc vous avez la Chine qui peu à peu a agrégé une partie des élites russes pour développer un empire continental et un commerce continental au détriment du commerce maritime qui est contrôlé par cet empire financier global et qui est hégémonique. Donc, dans une volonté d'émancipation de cet empire financier global, dans une volonté de reprise en main du contrôle de leur commerce, ces deux, la Chine donc de Xi Jinping et la faction patriotique russe se sont alliés pour se défendre dans un premier temps et puis défendre leurs intérêts économiques dans un second temps. Donc vous avez peu à peu le tableau qui se présente de la façon suivante. L'empire financier avec comme force militaire essentielle l'OTAN et tous ses mercenaires, et puis un simili d'empire, mais qui n'en est pas un parce que les forces ne sont pas contrôlée par une seule personne, mais en tout cas qui a une volonté commune de développement des routes commerciales par le continent, donc pour court-circuiter l'hégémonie maritime du camp adverse. Et donc vous avez ces deux forces-là qui entrent en collision. Et qui entrent en collision pour des intérêts financiers, monétaires, économiques et également des intérêts culturels. Parce que la Chine n'a jamais
supporter la domination occidentale et elle a aujourd'hui les moyens de mettre en œuvre un renouveau de sa propre histoire autonome et indépendante des valeurs que l'Occident lui a imposées jusqu'à aujourd'hui. Lorsque l'on sera sous l'emprise du gouvernement mondial dont vous êtes en train de nous dessiner les contours, je vous cite... Non, il est en grande difficulté, le gouvernement mondial, justement, c'est ça. C'est ce qui fait que les forces globalistes sont très agressives. C'est que le gouvernement mondial, il a déjà disparu parce qu'une partie de ces supposés suppôts lui ont échappé. Mais vous dites toutefois, on sera tous réduits à l'état de zombies, on n'aura plus la capacité de décision. Est-ce que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer en France, notamment avec le pass sanitaire, où les gens n'ont plus la capacité de décider de quoi que ce soit? On a vu que le pouvoir a violé entre guillemets, l'avis au gouvernement qu'a rendu le Conseil d'État, ainsi que le Conseil constitutionnel qui a dit, voilà, il ne faut pas rendre ce vaccin obligatoire. Alors, il faut comprendre que l'idée même de gouvernement mondial est forcément autoritaire et dictatoriale, parce que vous ne pouvez pas imposer un modèle unique à tous les endroits de la planète. Donc, c'est par nature, par essence, c'est dictatorial. Maintenant, ce gouvernement avait des visées sur l'intégralité des territoires de la Terre, et ces visées se sont réduites à la faction occidentalo-centrée, c'est-à-dire, en gros, les pays occidentaux et tous ses affiliés. Donc, les pays affiliés à l'Empire britannique et les pays affiliés à l'ex-empire américain. Donc vous avez en gros l'OCDE, l'OTAN, une partie des pays en tout cas qui ont été sous le modèle, sous le joug dit occidental. Ça, c'est une chose. Maintenant, dans ce modèle-là, il est clair, ils l'ont dit, ils ne s'en sont jamais cachés. Pour contrôler la majorité, pour contrôler la population, ils ont besoin d'une réduction de la population. Et ça, ce projet de réduction de la population n'est pas du tout nouveau. Il est clairement affirmé depuis le Club de Rome, donc depuis les années 70. Ça, c'est un projet qui est souvent répété par Bill Gates, enfin, qui ne s'est jamais caché. Enfin, tous ces gens-là ne se sont jamais cachés de ça. Donc, ils veulent contrôler la population, ça passe par une réduction de la population, et nous découvrons aujourd'hui, avec tous les brevets qui ont été déposés, etc., que pour contrôler le reste de l'humanité, ceux qui n'auront pas disparu, eh bien, ils envisagent de rentrer en fait dans l'intimité biologique de la personne. Alors eux, ils traduisent ça par le transhumanisme, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir trouver la source de la vie éternelle, finalement. Mais au détriment de la majorité des gens qui est considérée comme du bétail pour ces gens-là. Donc toutes leurs expérimentations seront faites sur le bétail dont nous faisons partie. Nous sommes le bétail pour ces gens-là. Donc effectivement, ils vont contrôler il y a des tas de recherches qui sont faites actuellement dans l'objectif de contrôler l'activité cérébrale. C'est-à-dire qu'ils vont contrôler vos émotions, ils vont contrôler... Et donc, vous ne vous appartiendrez plus. C'est-à-dire que c'est la fin de l'humanité telle que l'on a connue, avec une capacité de discernement, une capacité d'autonomie de pensée, d'action. C'est dans ce sens-là que j'ai dit que c'était en effet la fin de l'humanité. Vous parlez de la mise en place d'un pouvoir autoritaire, voire militaire. Qu'est-ce qui pourrait conduire les autorités françaises, si on peut encore les appeler comme ça, à la mise en place d'un tel régime? Alors, parce que les gens qui ont le contrôle actuellement de notre État ne renonceront jamais à lui faire intégrer leur projet. Donc, ils ne renonceront jamais à garder le contrôle intégral du territoire qui fut un jour le territoire français. Donc, ça prendra plusieurs formes différentes. Ça peut prendre plusieurs formes différentes. Ça peut prendre effectivement une future élection présidentielle qu'ils gagneront de la façon dont on a parlé tout à l'heure, mais ça peut prendre aussi une autre forme. Imaginons qu'il y ait trop de contestations sociales et que la situation, par exemple, que la situation finisse par leur échapper.
Dans ces cas-là, ils n'en sont pas à leur coup d'essai de faux drapeaux. Hein. Ils n'ont bâti leur pouvoir qu'autour du mensonge et des faux drapeaux et de la corruption. Donc un faux drapeau ou plusieurs faux drapeaux seront les bienvenus pour instaurer l'état de siège de l'article 36 de la Constitution, qui permettra autoritairement de faire basculer l'entité France, qui a déjà disparu, dans le cadre de l'entité européenne intégrée qu'ils veulent faire advenir. Je pense que c'est une des hypothèses de travail. Je ne dis pas que c'est la seule, je ne suis pas certaine que ça se produira comme ça, mais il faut garder en tête que c'est une hypothèse envisageable. Donc vous incitez les Français donc à ne pas commettre de violence dans les semaines, dans les mois qui viennent, pour contester ce qu'on est en train de voir dans le cadre de ce pass sanitaire. Vous les invitez à prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oui. Eh bien, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que nous sommes dans une situation presque inédite dans l'histoire, dans laquelle les élites politiques se sont émancipées de la population et que c'est une situation qui doit être prise en compte par les populations. Et en particulier par tous les gens qui sont au service de l'État et des pouvoirs régaliens de l'État. C'est-à-dire qu'ils doivent, en leur fort intérieur, soit accepter finalement de collaborer avec un État illégitime. L'état de fait, oui. Voilà. Soit, à ce moment-là, de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leur propre conscience et de ce qu'ils estimaient devoir être leur mission à titre personnel et leur mission à titre collectif. Il faut qu'ils reconnaissent la scission entre le gouvernement français et la population. Absolument. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec cette lettre des généraux, des militaires qui invitent... C'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais c'est les prémices de ce que ça pourrait devenir, en effet. Parce que il faut comprendre que tous les membres, en fait, qui travaillent pour l'État, c'est-à-dire tous les fonctionnaires, et en particulier les hauts fonctionnaires, et les forces de l'ordre sont un élément stratégique de ces forces-là, doivent comprendre la réalité politique et géopolitique dans laquelle ils se situent. Et si vous voulez, je vois, moi, le développement de ces lettres comme un pas vers la prise de conscience que ce processus est en... Donc ça montre que le processus est en marche. Mais ce n'est que le premier barreau de l'échelle, si vous voulez. Cette prise de conscience doit avoir lieu dans toute la population. Et aujourd'hui, ceux qui sont les premiers en première ligne, eh bien, ce sont les soignants. En conclusion, Valérie Bugeaud, pas de violence, une prise de conscience générale des Français. Et une résistance sur le long terme, parce que c'est un combat de long terme. C'est pas, il s'agit de gagner plusieurs luttes. La guerre, c'est plusieurs champs de bataille. Étapes, oui. Voilà. Et c'est sur des masses énormes, donc c'est très lent, et donc il faut être patient. C'est ça. Et il faut être courageux, et puis s'armer de patience et de conviction. C'est la fin de cet entretien avec Valérie Bugeaud. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez évidemment partager. Merci Valérie Bugeaud. Merci Pierre.